Bonjour à tous, je suis Hugo Sanudo, je travaille dans le développement de projets liés au foot à l'international et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de En dehors de ma surface. En dehors de ma surface, c'est le premier podcast où l'on discute foot, voyages, rencontres et expériences de vie avec des acteurs du football. Aujourd'hui, notre invité est Patrice Neveu, actuel sélectionneur du Gabon. C'est un homme de défi, véritable globe-trotteur qui durant sa carrière a été amené à exercer sur 4 continents dans plus de 10 pays différents. Il nous explique ce qui l'anime dans ces incroyables challenges qu'il a relevés et revient sur sa vision des sorciers blancs non donnés aux entraîneurs étrangers en Afrique. Tout au long de notre échange, on découvre un homme passionné par le foot, dopé par la compétition et doté d'une grande capacité d'adaptation. Avant son départ pour l'Afrique, Patrice a connu un parcours plutôt classique en France. D'abord joueur professionnel, gravitant entre la D2 et la D3, notamment à Angoulême. Il a ensuite connu une carrière d'entraîneur. Après de nombreuses années à Fournet-le-Comte, club qu'il a aidé à monter jusqu'en CFA, il a compris qu'il serait difficile de faire comme son mentor Giroud avait pu le faire avec la JOCR. Il a donc signé à Angoulême et a réussi l'exploit d'atteindre un quart de finale de Coupe de France. Cet exploit lui a ouvert des portes et il a pris une décision qui allait marquer sa vie, celle de partir entraîner à l'étranger à presque 50 ans. On est en 99. Depuis, il a connu des clubs, des sélections, des victoires historiques, des qualifications à des CAN, dont un quart de finale avec la Guinée, une Copa América avec Haïti. Il est aussi devenu vice-champion d'Égypte avec l'Ismaïli. Il a aidé à restructurer le football en Mauritanie lorsqu'il en était le sélectionneur de 2012 à 2014. Ses aventures sont très nombreuses. Entraîneur français avec le plus d'expérience à l'international, il accepte de se livrer aujourd'hui pour mon plus grand plaisir. Bonne écoute. Bonjour Patrice Neveu, comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Merci beaucoup de me recevoir chez toi, ou dans un de chez toi, mais ici à La Rochelle, parce que tu n'es pas souvent ici en France. Donc déjà, c'est une chance que j'ai d'avoir du temps avec toi. Donc merci. C'est un grand plaisir, Hugues, d'avoir la possibilité de partager avec toi. C'est vrai que je suis peu souvent en France. Mais bon, là, c'est l'occasion aussi de me ressourcer pendant cette coupure un peu, là, pendant les petites 3 semaines, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que tu es le sélectionneur du Gabon, donc tu vis au Gabon. Pour lancer un peu cette discussion, je voulais savoir, parce que de notre point de vue externe, tu es en vadrouille, entre guillemets, ou en tout cas, tu es parti de la France en 99, et on se dit, Patrice Neveu, il a plus d'attache en France. Et c'est pas le cas. Je trouve ça intéressant. Si, j'ai gardé... Bon, déjà, je suis les championnats de France régulièrement du Gabon. Après, j'ai ma famille je suis marié, j'ai 2 enfants. J'habite La Rochelle. Et comme on dit, j'ai la chance d'être bien marié parce que depuis tant d'années, depuis plus de 20 ans, je suis à l'étranger. Et malgré ça, j'ai toujours, comment dirais-je, mes bases familiales à La Rochelle et dans la région de Chartres aussi, où j'ai de la famille, côté de papa, maman, quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'on se dit, non, mais ouais, Patrice, c'est un aventurier et qui a plus d'attache en France quand on voit ton parcours, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est intéressant et c'est ce que j'aime bien aussi faire ressortir dans ces podcasts. C'est ces parcours de vie, ces choix de vie. Donc, comme tu dis, ta famille, elle est ici. Toi, ton métier, il est beaucoup à l'étranger, beaucoup en Afrique. Mais voilà, c'est un équilibre que tu as trouvé, en fait. Ouais, c'est un équilibre que j'ai trouvé. C'était, comment dirais-je, les circonstances aussi de ma carrière de joueur et d'entraîneur qui ont fait aussi que j'ai muté volontairement à l'étranger pour des raisons bien précises. Et puis après, j'ai vraiment trouvé de suite, je me suis senti à l'aise quand je suis parti au Maroc, le premier pays où j'ai été entraîneur. Je me suis senti comme chez moi. Et j'étais seul, je faisais ma vie d'entraîneur là-bas, sans avoir la nostalgie du pays ni de la famille. Donc c'est ce qui fait que je continue ardemment dans la même direction et avec beaucoup de bonheur. Est-ce que déjà le voyage a toujours fait partie de ta vie avant ce vrai départ ? Eh ben justement, non. C'est le métier d'entraîneur qui m'a amené là-bas. Et puis après, ça m'a aussi permis comment dirais-je, de me découvrir.
et de ce que je portais en moi. Et si j'avais pas eu de football, je pense que, c'est pas que je pense, c'est que j'aurais jamais enrichi ma vie comme j'ai pu le faire, ou comme je peux le faire, en étant à l'étranger, parce que je suis né dans un petit village. Mon papa était footballeur, il jouait à un niveau régional. Dès l'âge de 3-4 ans, j'étais toujours avec lui. J'avais la chance à cette époque-là d'aller dans le vestiaire avec ses partenaires. Et puis le ballon, depuis mon enfance, c'était ma passion. Un petit peu, je le dis souvent, faire le parallèle, un peu comme un jeune Africain qui est un peu loin de la grande ville. J'étais loin d'une grande ville. Après, les circonstances ont fait que mes parents ont déménagé dans une ville un peu plus grande importance, ce qui m'a permis de jouer à un meilleur niveau. Et puis après, j'ai pu assez rapidement jouer à l'époque, je dirais, en Détroit. Les circonstances ont fait que j'avais pas les moyens de locomotion pour se déplacer, donc c'était compliqué. Mais grâce aux voisins, grâce aux amis et grâce à ma volonté, j'ai pu me poser à Châteaudun, dans un club qui jouait en Détroit et qui a été à l'époque un club de bon niveau. Puis après, j'ai touché le milieu professionnel avec Angoulême de façon aussi sur une rencontre, sur un match avec l'armée. On voit que ouais, il y a le foot et l'humain et les relations. Après, le voyage est venu un peu après, Ah, mais dès le totalement. début. Totalement. Bon, j'ai toujours, tout petit déjà, même jeune joueur, à 18 ans, 19 ans, j'encadrais déjà les équipes de poussins ou autres parce que j'aimais naturellement transmettre, j'aimais être là avec eux, leur faire sans doute profiter de ce que moi j'avais pas totalement eu, bon, même si j'ai eu quelques... À l'époque, c'était des profs de gym qui se transformaient les jeudis en entraîneur de foot et qui nous faisaient pratiquer notre discipline. Donc j'ai toujours eu cette soif de partager ma passion. Et puis aussi, faut pas l'oublier, aussi d'y retrouver mon compte dans ce partage, parce que si on le fait, c'est aussi pour se faire plaisir. Ouais, ça c'est sûr, c'est ce qu'on voit dans ton parcours, c'est que tu as toujours suivi aussi ta passion et cette volonté de partager. Et c'est une des raisons pour laquelle ça marche dans les différents pays où tu vas. Donc on voit que ouais, tu as eu cette carrière et à 50 ans, quasiment, ou je pense un peu avant, il y a cette opportunité de partir. Et ça m'intéresse toujours de savoir, parce que c'est quand même un changement ou un switch important dans ta vie et dans ta carrière. Comment c'est arrivé en fait En fait, pour faire ce choix? j'avais la quarantaine, comme on dit, bien tassée. Le club d'Angoulême, avec lequel j'avais été professionnel, j'avais joué en professionnel, m'a appelé. Et on a fait un quart de finale de Coupe de France. Ça m'a bien médiatisé et j'irai rencontrer des personnes, notamment des journalistes et autres. Et je leur ai fait part un peu de mon souhait de partir parce que je rencontrais à Angoulême les mêmes problématiques. Je m'étais beaucoup investi. Un journaliste avait très mal parlé sur le club d'Angoulême. J'étais monté en première ligne pour défendre les couleurs et je n'avais pas été suivi par mes dirigeants. Et tout ça, je me suis dit, Patrice, vraiment en France, ça reste particulier. Garde tes convictions, garde ton caractère, mais il faut partir. Donc, parce que je voulais m'exprimer aussi en restant moi-même et je n'avais pas envie d'être l'entraîneur comme j'en vois quelques-uns et comme j'en ai vu quelques-uns, si je peux me permettre, Hugo, pour faire une petite transition, qui sont des très bons entraîneurs, comme Tuchel, que j'ai vu au Paris Saint-Germain, qui avait une telle attitude bloquée parce qu'il avait des dirigeants particuliers dans leur gestion, et que je le vois avec Chelsea magnifiquement rebondir. Donc c'est l'image que moi, j'aurais pas pu me transformer. Aussi, j'avais joué avec Philippe Troussier à Angoulême, avec qui j'avais gardé le contact. À cette époque-là, Philippe, c'était un des tout bons sur l'Afrique. Et puis j'ai rencontré aussi, j'ai eu la chance d'être en contact par un journaliste avec un grand entraîneur à l'époque qui s'appelle Henri Le Pireux, qui était un vrai baroudeur, qui était au Maroc. Et ma rencontre avec lui, cumulée avec mes connaissances avec Philippe Troussier, font que je suis parti au Maroc, quoi. J'ai pris ma voiture et j'ai mis ma voiture au bateau et je suis parti là-bas. Mais avec un contrat à la clé ou juste pour aller toquer aux portes? Non. J'avais un contrat, j'étais descendu, Henri de Pireux m'avait fait ce plaisir
sans se connaître. On a pris l'avion ensemble à Charles de Gaulle, on est parti au Maroc. Lui, il entraînait les forces armées royales à l'époque. J'ai passé une quinzaine de jours avec lui. Et puis vraiment, je me suis imprégné j'étais vraiment je me suis senti dans mon élément. Et puis avec Philippe Troussier, qui avait entraîné Rabat Salé, Badou Zaki quittait le club de l'ancien joueur international marocain, quittait le club, et on m'a proposé le poste, donc je suis parti avec un contrat en bonne et due forme. Ok, le début de ton aventure en Afrique. Le début de l'aventure en Afrique. Bon, avant, j'avais fait une petite pige au Niger, dois-je dire, en tant que directeur technique national. C'était le président Ima Soulé qui m'avait fait venir, mais c'était lui seul qui me payait. Mon contrat n'avait pas pu être pris en charge par l'État nigérien et j'ai dû rentrer, quoi. J'ai dû rentrer, puis après je suis parti. C'est là que je suis parti au Maroc, mais j'avais fait 3 mois au Niger en tant que directeur technique national. Ouais. Mais j'aimerais discuter avec toi un peu de ce foot africain, parce que moi, il revient beaucoup dans des discussions parce que voilà, il y a la relation France-Afrique dans le monde du foot. Et toi, voilà, qui a été sélectionneur de plusieurs pays, ma première question pour rentrer là-dedans, c'est comment ça se passe le foot de rue, qui est la richesse de l'Afrique aujourd'hui, la grande différence, surtout plus le temps passe, plus c'est le gap qu'il y a entre le foot en Europe qui se pratique plus du tout dans la rue et le foot de rue en Afrique. Comme tu le dis, cette qualité technique, mais il y a pour moi au départ cette fraternité entre jeunes garçons ou entre hommes qui se crée au départ de par le jeu, de par le ballon, quoi. C'est-à-dire ce ballon qui part à gauche, qui part à droite, que tout le monde essaie d'amener vers le but adverse. À travers ça, c'est un jeu. Et à travers le jeu, je veux dire, bien sûr que les jeunes prennent énormément de plaisir et développent tout un tas de qualités, certes des qualités techniques, mais aussi c'est un moyen d'union exceptionnel. Et ça correspond à ma jeunesse, d'union exceptionnelle au niveau des peuples, de la jeunesse de chaque pays africain. C'est ce qui faisait aussi l'union de nous aussi quand on était gamin. À mon époque, moi je suis devenu j'ai joué en professionnel parce que c'était ma passion. Et après j'en ai fait un métier. Aujourd'hui, les jeunes rentrent dans les centres de formation pour faire un métier. Et après, ils ont la passion et en deux. Et là, c'est pour ça aussi que dans les centres de formation, il rentre beaucoup de jeunes, mais il y en a peu qui réussissent, parce que c'est le mental qui fait la différence. Et le mental, c'est l'amour de ce que tu vas porter pour tous les ingrédients que tu vas mettre pour pouvoir réussir, parce que le chemin est dur, le chemin est long, il y a beaucoup, comment dirais-je, il y a de l'injustice, il y a de la concurrence, et c'est le mental qui fait qu'un joueur devient un grand joueur, comme un entraîneur qui a, je dirais, du potentiel, peut devenir un grand entraîneur si le mental est là. Bon, les qualités mentales, bien sûr, d'un entraîneur et d'un joueur sont totalement différentes, mais c'est toujours le mental qui fait que ça avance ou que chacun reste à son niveau, ce qui est totalement respectable aussi. Mais aujourd'hui, le sport en général et le football devraient être étudiés différemment par les politiques pour sans doute encourager les bénévoles qui faisaient à notre époque notre bonheur. Peut-être aujourd'hui les dédommager un peu, ce ne serait plus des bénévoles évidemment, mais retrouver, et ça ne le fait pas, quoi. Donc on voit beaucoup trop de jeunes aujourd'hui, ils passent plus leur jour de repos devant la PlayStation ou quoi que ce soit que sur les terrains, les aires de jeu. Oui, c'est là peut-être si on refait le parallèle avec l'Afrique, même si je sais qu'on n'aime pas généraliser, parce qu'après chaque pays est très différent et pas ses particularités, mais ouais, ici, on est arrivé à un niveau du foot business qui en fait se répercute sur ce foot amateur. Les jeunes, ils sont pas pris de passion. Et il y a un autre sujet qui fait, de mon point de vue, du mal, c'est les paris sportifs. Les gens maintenant qui peuvent regarder ou se passionner de football parce qu'ils ont parié. C'est un sujet parmi tant d'autres, mais voilà, qu'on s'éloigne du ballon, quoi, de la passion du jeu de rue. C'est un petit peu dans la même lignée qu'un jeune veut faire du football parce qu'il veut devenir star comme Mbappé ou autre, et puis gagner de l'argent, quoi. Mais au départ, c'est pas ça. C'est que tu veux faire du football parce que tu es passionné, quoi. Tout cet argent qu'il y a autour du foot ne doit pas être dans la tête des jeunes joueurs
qui commencent leur carrière, mais malheureusement, l'entourage fait que, et comme tu dis, les médias, tout ça, et les enfants, les jeunes, ils ont vite fait de caler ça dans leur esprit et de vivre avec ça et de se dire je vais avoir la plus belle Rolex, la plus belle voiture. Ouais, mais à ce compte-là, mon garçon, tu vas pas réussir. Mais en Afrique, il y a aussi cette envie de s'en sortir, gagner de l'argent, devenir professionnel. En quoi tu trouves que cette passion peut être différente quand même? Totalement différente parce qu'elle est saine. Elle est saine au départ. Le jeune, il va être sur les terrains du matin au soir, il va être là, mais tu sens que c'est le plaisir, quoi. C'est le plaisir, il a envie, ouais, Il a un il rêve en voit tête, par mais exemple Pierre-Emerick Aubameyang, j'aimerais bien, mais il s'en donne les moyens. Il s'en donne les moyens en jouant avec des modestes chaussures, en jouant sur des terrains bosselés, en jouant avec un maillot, voilà. Et puis il y a la rigolade. C'est pas stéréotypé. Le plaisir est là, ce qui fait qu'il y a il y a de la création dans ce qu'ils peuvent tenter. Il y a créativité, c'est sain, quoi. C'est sain, c'est beau. Dans leur regard aussi, moi ça m'arrive souvent d'aller vers eux, d'en côtoyer. J'aimerais encore leur donner beaucoup plus. Leurs yeux brillent, quoi. Leurs yeux brillent. À travers leur passion, ils arrivent à sortir, eh ben, ils vont se dire tant mieux. Mais s'ils n'y arrivent pas, ils vont pas sombrer, ils vont continuer à aimer le jeu, ils vont continuer à supporter leur équipe, ils vont continuer. C'est pas un échec pour eux. C'est pas un échec, c'est une autre philosophie, c'est pris bien totalement sûr. différemment, quoi. Et toi qui as vu une évolution depuis 20 ans, en tout cas qui a un œil avisé sur l'évolution du foot africain, tu es confiant sur cette structuration, restructuration du foot africain, ou comment tu vois un peu les choses à l'avenir? Parce que si les jeunes sont là-bas, la qualité est là-bas, qu'est-ce qui va se passer de ton point de vue? Ben, je pense, enfin, le football africain, même s'il fait on va dire, sur la scène internationale, de moins bons résultats qu'à l'époque de Roger Mila ou autres, ça c'est clair. Le football africain, quand même, dans son ensemble, s'est développé, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Afrique centrale, de par les aides de la FIFA, de par la CAF, de par la formation. Un travail est fait. Maintenant, c'est pas encore suffisant, je dirais, pour aller à l'objectif, c'est-à-dire gagner une Coupe du Monde, parce qu'on se rend bien compte que c'est un peu là c'est là quand même que ça bloque. Mais c'est l'Afrique quand même aujourd'hui qui, de par ses joueurs, draine beaucoup de joueurs dans le monde, dans les grands clubs dans le monde. Donc ils ont gardé il y a de bonnes choses de faites. Maintenant, c'est aussi à nous, les expatriés, de comprendre les besoins du football africain et dans une mission de sélectionneur, de dépasser sa fonction et d'essayer d'inciter nos dirigeants, nos présidents de fédération, les politiques à les orienter vers un certain football, mais sans y perdre leur culture, parce que c'est aussi de par leur culture que le football en Afrique est comme nulle part ailleurs. C'est exceptionnel, quoi. C'est passionnant. C'est un mélange de joies multiples, de couleurs, d'odeurs, de chants, de pleurs, de tout ce qu'on veut. J'ai une image forte qui m'est restée quand j'étais en Guinée, sur mon premier poste. On s'était qualifié pour la Coupe d'Afrique en Égypte. Et le match de la qualification contre le Kenya, on est sorti avec le bus et je garde dans ma tête les plus belles images d'humains qui étaient à l'extérieur du bus. Comme je le dis, il y avait les handicapés qui étaient là, les gens du pouvoir, les mamans, les plus belles filles, les plus riches, les plus pauvres, un mélange de joie exceptionnel. Et ça, tu trouves ça, c'est une communion et ça dure des jours. Et le bonheur qu'on peut modestement, modestement, mais avoir, comment dirais-je, peut avoir le droit de leur donner, c'est vraiment un grand plaisir pour nous. Mais en même temps, il n'y a pas aussi un peu
une tristesse ou te dire, ouais, tout ça, je sais, parce que toi, avec l'expérience, tu sais que c'est peu finalement, c'est que c'est symbolique. Symbolique, non, pour eux, c'est des, comment dirais-je, c'est des moments forts qui restent dans leur vie, comme nous, on a pu avoir des moments forts dans notre vie. Donc ça reste des moments inoubliables. Et puis pour eux aussi, de voir leur équipe participer à une grande compétition, c'est un Ouais, honneur, c'est quoi. important. Je voulais un peu discuter de ça, de l'entraîneur blanc, le sorcier blanc, ou ce qu'on dit, déjà, qu'est-ce que ce terme-là, ou cette relation que tu peux avoir dans ces différents pays, quelle est cette relation? J'ai travaillé dans 10 pays étrangers, que ce soit en Chine ou en Afrique, puisqu'on parle de l'Afrique. J'ai toujours eu de bonnes relations, même si quelquefois dans les clubs, comme tu le sais, les histoires d'entraîneurs peuvent mal se terminer, parce que tu es là pour faire des résultats, puis les présidents sont là pour décider et faire leur choix. Mais j'ai beaucoup, beaucoup d'amis dans tous les pays où j'ai travaillé, et que cette relation d'expatriés, de Français, de Blancs. D'ailleurs, on m'appelle quelquefois, je dirais, fauté en Guinée, c'est le Blanc, et quelquefois, mais ça ne me dérange aucunement. Mais je suis là aussi pour... faut pas oublier que, certes, comme tu dis, je Globetrotters, mais avant tout, je suis sélectionneur national et entraîneur professionnel de football, et je suis là pour transmettre des valeurs et pour faire des résultats. Parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus en Afrique, même si ça peut rimer avec le tam-tam de joie et autres, si tu ne fais pas de résultats, tu es vite débarqué, quoi. Si les gens font appel à nous, c'est pour avoir une rentabilité. Alors après, il ne faut pas se perdre, hein. C'est-à-dire, il y a tellement, la pression est forte pour faire des résultats, mais tu es là aussi pour... moi, je porte les valeurs de ma formation, de ce qu'on m'a appris, que ce soit tous les Méjaquet, tous les entraîneurs que j'ai pu avoir, Raymond Domenech ou autres, Gaby Robert et toutes ces personnes-là, et en aucun cas lâcher de mes convictions. Tout en t'adaptant. Ouais, bien sûr, alors s'adapter, oui, il faut s'adapter, mais il y a des choses humainement sur lesquelles on ne peut pas... Enfin, moi j'estime qu'un entraîneur, un sélectionneur ne doit pas lâcher, quitte à ce que ça puisse lui créer des soucis. Bon, il s'avère que, comme tu le vois, depuis 20 ans, bien évidemment, la fonction a évolué. Et il est important quand même de suivre l'évolution de la fonction, et la communication est devenue un facteur essentiel, que ce soit avec les joueurs, avec tes dirigeants ou avec les politiques. Moi, dernièrement, j'ai eu l'honneur d'être reçu par le chef de l'État, Ali Bongo Nimba, au Gabon. Donc, bien évidemment, il fallait avoir ses convictions profondes à l'intérieur pour lui transmettre aussi les vérités pour que son pays, mon Gabon d'aujourd'hui, puisse, en tout cas, aller de mieux en mieux au niveau du football. Et t'es pas là pour dire oui à tout. Quelquefois, il faut prendre un peu sur soi, formuler différemment. J'ai travaillé en Mauritanie, où c'est une autre culture islamique, où il y a les 7 prières. Donc, tu t'adaptes, quoi. Mais ton message football, il doit passer pareil, quoi. Ouais. Il doit passer pareil, et c'est là que les joueurs aussi, tu as des joueurs pros, et c'est là aussi que le joueur va te juger. Parce que le joueur est toujours en observation, même si l'entraîneur l'est. L'autorité, c'est la compétence. C'est les actes que tu vas poser par rapport à tes dires. Si tu parles, tu formules, et derrière, tu n'agis pas, tu pèses pas dans ton groupe, quoi. Mais justement, est-ce que l'entraîneur étranger, l'entraîneur français dans ce cas-là, blanc, tu as plus de pouvoir, tu as l'impression que tu peux plus faire passer tes messages aux autorités, justement? C'est un peu vrai dans tous les métiers. Tu sais, si en France on fait appel à un spécialiste algérien, africain, dans un domaine médical, si on le fait venir, c'est qu'on va l'écouter, c'est qu'on pense qu'il a quelque chose de plus
Mais c'est plus facile faire passer tes messages en étant étranger? Bah, c'est là aussi par rapport à notre nationalité, je veux dire, il ne faut pas perdre nos valeurs qui sont essentielles. Alors bon, c'est vrai qu'il y a toujours un risque en te positionnant ou autre. Les critiques sont là. Après, comment dirais-je, c'est toujours le résultat qui va faire la différence. Et moi, ça, je le sais depuis que j'ai commencé mon métier, depuis 30-40 ans. On a beau dire, comme je te parlais tout à l'heure, pour enchaîner, on parlait de Guardiola, d'une certaine philosophie de jeu et autres, mais il ne faut pas, quand tu es sélectionneur et quand tu es entraîneur aujourd'hui, c'est pour ça que j'apprécie moi beaucoup Didier Deschamps, il faut être très pragmatique et avoir l'honnêteté de se dire qu'on va à la gagne. Et on va à la gagne, on met en Tous les moyens. place, on met les moyens, on choisit les joueurs qui vont être complémentaires en sélection, on met en place une stratégie qui va nous permettre de gagner pour faire déjouer l'adversaire. Après, vous allez me dire, mais ouais, mais attention, nous ici, moi, j'entends des entraîneurs, des jeunes dire, moi j'ai ma philosophie, c'est comme ça, je ne m'adapte pas. Tu es obligé de t'adapter à l'adversaire, tu es obligé de prendre en compte les forces et les faiblesses de l'adversaire. C'est ce qui va te permettre d'aller à l'essentiel, de gagner, parce que l'essence du jeu aussi, c'est de gagner, quoi. Ouais. Ouais, c'est marrant, ça revient à chaque fois. C'est vrai que la base de tout de ton métier, c'est si tu gagnes, si tu gagnes pas, elle est là, la Et oui, limite. c'est pour ça que je m'ai coupé, c'est pour ça que je te dis, moi je suis heureux dans ma fonction parce que je suis un compétiteur. J'ai des collègues qui sont dans la Ouais, formation. c'est ça, tu me dis. J'adore la jeunesse, j'adore voir les formateurs, mais je sais, j'ai l'honnêteté de dire que je n'aurais pas passé mon temps dans la formation parce que j'aime trop la compétition, j'ai trop besoin de ces challenges, j'ai trop besoin de cette adrénaline Ouais, ça, c'est d'avant-match. sûr. Mais c'est vrai, que c'est ce que tu disais, parce que c'était un peu une question aussi que je t'ai posée avant, mais en off. D'où vient cette énergie-là pour te relancer dans des projets? Parce qu'on voit que tu as eu énormément de différents projets. Et à chaque fois, un projet, c'est comme c'est un nouveau challenge. Tu repars de zéro, en plus dans des nouveaux pays, des nouvelles cultures. Donc, d'où vient cette énergie? Tout à fait, bah, c'est l'énergie, c'est la passion naturelle, c'est un peu, comment je dirais, comme un chanteur, comme un musicien, comme un guitariste, comme un compositeur. Comme je disais un jour d'une causerie à mes joueurs, vous voyez Charles Aznavour, à 70 ans, lorsqu'il est sur scène, il dégage la même énergie. Et où va puiser cette énergie-là? C'est sa passion, c'est cette soif qu'il a. Donc moi, j'ai la chance de porter ça en moi. Le football, c'est ma vie, c'est mon moteur. Bon, à côté de ça, c'est vrai que je passe à côté de plein de choses, mais j'y retrouve mon compte là-dedans et je ne vis beaucoup pour ça, quoi. Ouais, c'est Beaucoup ça. pour ça et sans ça, je serais malheureux, quoi. Mais moi, je le dis à chaque fois, vous, les entraîneurs, vous avez une folie, vous êtes fous. Oui, oui, on est, comment dirais-je, on est des drogués. Des drogués, c'est de la cam, c'est de la dure. Mm. Et moi qui avance bien sûr dans mon métier, je me vois pas me passer de ça. Ça va loin, quoi. Ça va Ouais. Et loin. toi, encore C'est plus en quelquefois, étant. même là, je suis en vacances, en famille. Parfois, je décroche des conversations familiales. La famille peut dire, mais attends, à quoi tu penses? Ben, je suis parti ailleurs. C'est comme ça, mais on vit là-dedans. Alors après, c'est sans doute plus difficile pour l'entourage que pour moi-même, parce que pour me sortir de là, c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est ce que tu disais au début, c'est important l'entourage et être bien accompagné, en tout cas que tout le monde s'y retrouve, justement. Oui, C'est mais là à la la fin, je difficulté dirais quand. qu'un peu comme un vieux chanteur, on peut finir un peu seul. Donc, il faut se préparer à tout, mais à côté de ça, j'ai fait tellement de belles rencontres à l'étranger. J'ai de la richesse intérieure, et cette richesse-là, elle me porte beaucoup grâce aux amis et grâce aux rencontres que j'ai pu faire, parce qu'il y a le football, mais il y a aussi l'humain à côté, et tout ce que j'ai pu recevoir, certes donner, mais aussi recevoir des autres, et de ce que je reçois encore aujourd'hui. Ouais. Et si on voyage un petit peu, toi, c'est quelle ville où, voilà, si tu pouvais en ressortir une ou deux de toutes tes expériences, où tu t'es senti le mieux et voilà pourquoi Je me suis senti à l'aise vraiment partout, puisque j'ai continué, sinon j'aurais fait demi-tour. Là, manifestement,
Et je suis au Gabon, je suis très bien à Libreville, j'habite là-bas. Comme tu sais, le challenge n'était pas facile à relever. On partait d'une situation compliquée. Je savais que c'était important pour le peuple, pour l'État, le chef, qu'on fasse des résultats. Et puis, ben, j'ai la chance que ça se passe bien. J'ai un bon président de fédération, je suis bien entouré. Donc, je suis vraiment hyper bien au Gabon. Après, dois-je te dire, je sais que les hautes grandes compétitions vont arriver, les éliminatoires du mondial. Après, il y aura la CAN. Bon, là, je vais re-signer pour 2 années supplémentaires. Donc, tu n'as pas envie que ça t'arrête. Mais tu sais aussi que tu es sélectionneur. Il faut se préparer à tout. Mais là, j'étais bien en Guinée, j'étais bien en Mauritanie. Au Gabon, je suis superbement bien. Maintenant, c'est à moi de me battre pour continuer à faire des résultats, quoi. Ouais, parce que même avec ton parcours et tes titres et en tout cas voilà tous tes bons résultats, tu sais que ça tient à rien dans un pays. Les gens qui entourent enfin, qui sont dans le monde du football, notamment les politiques et mon président de fédération, ont besoin de résultats. Ouais. Ont besoin de résultats. Donc c'est pour ça, quelquefois, enfin, quand j'entends des conversations, elles sont en plein décalage avec la réalité du métier, quoi. Si aujourd'hui tu peux pratiquer un bon football, faire 20 passes avant de marquer un but, si tu gagnes pas, la sanction t'arrivera et on le voit, je veux dire, dans le championnat de France première ou deuxième division. J'ai vu que Patrice Garand était limogé à Toulouse, alors que Patrice c'est un bon entraîneur. Mais bon, c'est la donne du métier, quoi. C'est la donne du métier. Donc si t'as pas ça en tête, tu vas mal le vivre. Donc après, il faut aussi se préparer à tout. Et si malheureusement il y avait un blocage, il faut être prêt à rebondir sur un autre projet et y aller à fond pour le gagner, quoi. Ça te stresse encore le fait de dire peut-être que j'aurai plus rien Ben, je dirais que j'ai eu quelques périodes de coupure difficiles, hein. Après, on est là dans mon bureau, je passais beaucoup de temps pour méditer et puis pour rebondir. Bon, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai fait un peu plus ma place sur le continent africain. Je me range pas derrière ça parce que j'y pense pas. Je pense pas à l'échec déjà. Je pense pas à l'échec. Mais je sais que j'aurai encore cette force intérieure pour rester debout et continuer à avancer parce que tant que la passion est là, il faut y aller. Certains ont eu le courage, hein, comme Aimé Jacquet, d'arrêter leur carrière et de retourner dans leur région parce que je pense qu'il avait aussi gagné le plus beau trophée et qu'il avait accompli de ce que plus magique qu'un entraîneur peut avoir. Et avec lui, l'argent derrière, il aurait pu faire des beaux contrats, mais ça correspond à sa mentalité d'homme intègre et honnête. Donc moi, j'ai encore envie. T'as pas encore gagné de Coupe du Monde. Non, mais j'ai besoin de ça, quoi. J'ai besoin de ça parce que c'est ma vie, quoi. Ouais. C'est ma vie, quoi. Et justement, on voyait après aussi de 20 ans dans le foot africain, et il n'y a pas très longtemps, avec le Gabon, tu as vu dormir dans un aéroport parce que les problématiques de voyage, même au niveau des sélections. Mais non, toi, ça te fait rien, tu continues. Ça fait partie des difficultés. Par contre, la situation qu'on a vécue là-bas m'a fortement déplu. Moi-même, j'ai peut-être dépassé les limites pour qu'on évite de trop tacher le drapeau gabonais, parce que ce que les Gambiens ont fait, c'est pas responsable. Et moi, je suis allé un peu loin à l'aéroport. J'ai pas lésiné pour payer de ma personne, et ça aurait pu un peu exploser, parce que moi, j'estime que c'était aussi mon devoir de me lever devant mes collègues gabonais pour qu'ils arrêtent ça, les Gambiens, parce que trop, c'est trop, quoi. C'était comment déjà l'histoire? On est arrivé en Gambie avec nos tests PCR, voilà, ouais, et puis le vice-président de la fédération gambienne, qui est un ancien général, est arrivé, et il nous a dit, vous passerez pas. Donc voilà, et après, bon, la CAF a pris une décision qui n'est pas une avancée, en tout cas pour le football africain. Elle leur a donné une grosse amende de 100 000 $. Et bon, là, on a fait appel aux tâches, je ne sais pas ce que ça a donné, et on a dû coucher au sol. Donc mes joueurs n'ont pratiquement pas dormi. Et tu as joué le lendemain? On a perdu le match, on perd 2-1, et ça aurait pu nous coûter la qualification. Ouais, c'est ça qui est un drame.
Mais et des histoires comme ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Je sais que t'aimes pas qu'on pointe qu'on parle que de ça, parce que c'est vrai que dès qu'on parle du foot africain, souvent on parle de ces expériences-là. Par exemple là, cette histoire que tu as eue il y a quelques semaines, c'est ça qui est sorti dans les journaux en France. C'est pas la qualité de la formation, le travail. C'est dès qu'il y a ces petits, ces buzz médiatiques, on va dire aussi, qui sont une réalité. Notamment aussi, j'ai une histoire là, par rapport à un de mes joueurs, Gaylor Kanga, comme tu sais, qui est né au Congo, mais qui a ses papiers gabonais, parce que en RD Congo, il n'a pas pu éclore là-bas. Il est venu au Gabon et les RD Congo a cru bon poser réserve. Bon, je pense que ça, c'était leur droit. Après, la presse derrière, qui a monté ça en épingle, comme c'est pas possible, pour alerter à l'international tout le monde, faisant croire que le Gabon était un pays qui trichait. Aujourd'hui, moi, je souhaiterais que les mêmes médias ils prennent le temps de revenir sur l'affaire et qu'ils fassent le mea culpa. Mais bon, comme tu dis, je me rends compte aussi que parfois, il faut faire le buzz. Ça me va bien d'échanger avec toi parce que tu sens que c'est sain et c'est pas pour faire du buzz. On parle avec vérité, avec sincérité. Et donc là, tu es qualifié pour la CAN, tu as une bonne équipe, tu as un bon leader aussi. Ça va être à moi, à l'approche de la CAN, de préparer le peuple, de préparer l'opinion. Parce que s'il est vrai qu'on a des noms, des grands noms dans l'équipe, moi je sais comment ces grandes compétitions se déroulent. Oui, on peut faire quelque chose de hyper intéressant à cette CAN. On va y aller avec beaucoup d'ambition, beaucoup de motivation. Je sais aussi que pour durer dans une telle compétition, un moment, ça joue sur rien, quoi. Tu peux gagner au penalty, tu peux. Donc il faut être prêt à tout. Et ça, encore une fois, mentalement, il faut que je retravaille encore mon équipe. Bon, j'ai pas une grosse profondeur de banc, comme tu le sais. J'espère entrer encore quelques joueurs, mais mentalement, il faut que j'arrive à, de par la personnalité de mes joueurs, je n'arriverai pas à créer l'esprit que Hervé Renard a créé avec la Zambie. Parce que le contexte est différent, c'est pas les mêmes joueurs. Mais il faut que j'arrive avec les personnalités, les caractères de mes joueurs, à ce qu'on soit encore plus fort mentalement, dans l'unité, dans la compréhension, dans tout ce qui va pouvoir se passer. Et c'est le travail invisible d'un sélectionneur, d'un entraîneur, que personne, que seuls les joueurs et l'encadrement autour peut le comprendre. Mais ça, et pour moi, c'est l'essentiel, quoi. Quand on voit l'expression de ces joueurs-là, tu te dis, attends, c'est pas comme ça, quoi. Parce qu'un joueur, il faut aussi lui faire respirer le bon parfum pour que ça avance, quoi. Aubameyang, c'est le joueur le plus doué que tu aies entraîné. En tout cas, c'est le plus grand joueur au niveau des titres et au niveau de la carrière, oui, que j'ai entraîné, c'est sûr. Après, j'en profite, hein, excuse-moi de basculer un peu sur autre chose, c'est que de par notre échange, de par mon parcours, j'aimerais aussi que ça c'est un retentissement sur des entraîneurs qui sont un peu méconnus au départ de leur carrière et qu'avec la passion et avec on dire, du courage, on peut arriver à faire de belles choses. Et pour Pierre-Emerick, je fais le parallèle, c'est que Pierre-Emerick, au départ, c'est un joueur qui joue à Laval, mais qui a énormément travaillé. Et la réussite de sa carrière aussi. On sait que les managers sont importants aujourd'hui dans le monde du football pour qu'un joueur devienne au top niveau. Il a son papa, Pierre-François Aubameyang, qui est son manager, et qui a su magnifiquement le diriger dans sa carrière, c'est-à-dire qu'il a su le faire redescendre de niveau quand il est à Milan pour revenir à Dijon, pour repartir, pour rebondir. Et c'est aujourd'hui, c'est un grand joueur, et en plus qui a aussi, de par son éducation, une super mentalité qui a été un peu décriée avant que j'arrive. Là, elle est en train de, logiquement, redorer son blason, mais j'espère en tout cas qu'avec lui on fera une bonne canne. Parce que ouais, lui, en plus, il est africain, mais il est né en France, il a grandi en France. Il est né en France, ses racines sont gabonaises, et c'est de par la racine qu'on grandit. Donc quand il vient en équipe nationale du Gabon, c'est pour défendre ses racines, les siennes, celles de ses ancêtres.
Enfin, c'est mon souhait, en tout cas, pour tous mes joueurs, qui démontrent à tous qu'ils sont vraiment du Gabon. Et pour les ancêtres et pour les jeunes qui viennent derrière, il faut être bon et il faut faire des résultats, quoi. Je voulais venir sur un sujet, parce que c'est un pays dont j'ai pas du tout parlé encore, avec personne. Donc on va faire un gros changement de continent. Toi, tu as été sélectionneur d'Haïti. Tu les as qualifiés à la Copa América qui avait eu lieu aux États-Unis. Je voulais juste que tu me parles un peu de cette expérience. Comment tu es arrivé là-bas? C'est une connaissance. Un membre de la FIFA qui me connaît bien était ami avec le président de la fédération haïtienne et il cherchait un sélectionneur dans mon profil. Ton profil qui n'a pas peur, qui s'adapte. Moi, je voyais pas Haïti comme un pays. Je n'ai pas regardé trop les difficultés qu'il pouvait y avoir au pays. J'ai regardé. J'y suis allé là-bas. Ils ont un grand centre d'entraînement. Je savais que je pouvais participer à une grande compétition, même s'il y avait beaucoup d'interrogations autour. Et puis un président qui était malheureusement là, qui a eu de gros problèmes et qui avait un bon discours, donc ça me plaisait beaucoup. Puis j'ai retrouvé quand même à travers Haïti un petit peu l'Afrique, le peuple derrière son équipe. Bon, alors il faut savoir que, pour t'expliquer un petit peu pour nos auditeurs, je suis arrivé là-bas, tout était malheureusement un peu à plat, et on avait les éliminatoires contre Trinité et Tobago. De suite, j'ai pris moi mon téléphone, j'ai dû manger 3000 € de communication, et je me suis dit, mon gars, si tu veux y aller, il n'y a pas le choix. Donc quand c'est comme ça, c'est pas de se dire j'ai pas de moyens, machin et tout, tu y vas. Donc j'ai appelé les joueurs à gauche et à droite, j'ai fait ma sélection, on est parti là-bas, et on s'est qualifié pour la Copa América. Donc c'était pendant 6 mois, je dirais que j'ai vécu des moments exceptionnels. Le peuple m'a plus que des remerciements, c'était fabuleux. Et d'un seul coup, tout est tombé parce que je n'étais plus payé, quoi. J'étais plus payé. Il y a eu de gros détournements d'argent. Et j'ai dû rentrer par des moyens, pas par l'avion, par la route. Ça pouvait être dangereux. Voilà, je me suis fait extraire par la route parce qu'il y avait, on me devait beaucoup d'argent. Bon, ça m'a pas arrêté pour ça. Je me suis pas laissé faire. J'ai porté mon dossier à la FIFA et puis j'ai logiquement gagné. Mais bon, ça c'est l'histoire de quelques personnes derrière qui ont taché un peu ce qu'on était en train de faire. Et je dirais que c'est dommage pour le peuple parce que c'est aussi un beau pays, c'est des passionnés. Alors ça a été beau de les emmener jouer contre le Brésil, jouer contre le Pérou. On aurait pu faire un résultat contre le Pérou, l'Équateur. Bon, j'ai un regret contre le Brésil. J'ai un regret parce que c'était, même ils étaient plus forts que nous, mais si on les rejoue aujourd'hui, on a perdu 6-1, on n'en prendra pas un, ça c'est sûr. C'est ta plus grosse défaite dans une sélection? Oui. Alors on va dire c'est le Brésil, c'est normal. Non, c'est pas normal. Parce que si t'es organisé, même si tu joues contre Thiago Silva, Moutinho et autres, et Alves et autres, on avait moyen de faire beaucoup mieux. Bon, après c'est passé, mais là tu prends de l'expérience. Là tu te prends de l'expérience parce que si j'avais la chance un jour de rejouer une très très grosse équipe, je serais encore plus exigeant et les obligations seraient encore plus strictes sur les systèmes de jeu et sur l'animation, quoi. Mais tu joueras pas contre une grosse équipe avec Haïti. Malheureusement, je pourrais pas j'y retournerai pas parce que il y a des réalités aussi là-bas au pays qu'il faut pas nier. Mais bon, j'ai passé une année qui était super. Après la fin pas bonne du tout. Même si jusqu'au bout j'ai eu une belle relation avec mon président, mais je disais président, attention, il y a ci, il y a ça, mais bon, il a voulu m'ignorer. Et puis là, dernièrement, il y a une grosse affaire qui est tombée sur le dos. Je lui souhaitais pas ça, mais bon. Après, c'est les circonstances de la vie qui fait que si t'as pas à répétition quelquefois de bonnes attitudes, ça revient, quoi. Un beau pays, des gens qui sont dans la difficulté parce que ça a du mal, ils ont eu de grosses catastrophes.
Mais peuple qui mérite aussi, quoi. On espère, en tout cas, le souhaite le meilleur. Qu'est-ce que tu conseillerais à un entraîneur, un jeune entraîneur français qui hésite avant de partir? Ta question est bonne, hein. Et je lui dis non, si tu hésites, reste là. Après, je peux te donner des conseils, mais il faut que tu sois extrêmement motivé, que tu sois pas prêt à tout accepter. Il faut qu'on ait un long échange pour que je puisse comprendre un petit peu intérieurement ce qu'il porte en lui, les valeurs qu'il porte, et s'il peut vraiment s'adapter et réussir. Parce que tu le sais, de par notre formation, de par notre culture, nous, lorsqu'on entraîne en France, on a l'habitude, tout est très organisé, d'avoir nos 40 ballons, d'avoir ci, d'avoir ça. Parfois, en Afrique, ou même dans des grands clubs, hein, il y a des impondérables qui arrivent, un oubli, la diététique est moins bien respectée, et si tu commences à être grincheux et à dire « ouais, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas », non, tu vas être jugé sur le résultat. À toi de faire en sorte d'améliorer ça dans ton coin et puis de continuer à faire des résultats jusqu'à temps que tu y arrives. Donc il faut vraiment, comment dirais-je, avoir cette envie d'apporter, de gagner sans pleurnicher. Par exemple, l'hôtel, quand on va à l'hôtel, reçu au restaurant, moi je passe toujours au restaurant à voir, bien avant, si tout est en place, si tout est calé, quoi. Et l'autre jour, tout n'était pas calé, ça a chauffé, quoi. Parce que je veux pas que mes joueurs... Donc tout ça, ça dépasse le cadre de l'aspect footballistique. Il faut avoir un panel humainement assez large pour pouvoir vouloir réussir sans se plaindre, quoi. À travers notre échange, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses que j'ai dû prendre sur moi, garder dans mon cœur, et que je ne parle pas, parce que c'est comme ça, et pour moi, c'est pas une excuse, quoi. C'est pas une excuse. Je préfère les garder pour moi. Chercher des excuses pour dire, voilà, et si, il y a ça, non. Il faut pas trop s'épancher sur les difficultés qu'on peut rencontrer, puis les difficultés qu'on peut avoir, il faut toujours les régler en interne. Quelque part, notre culture peut faire que pour se protéger, l'entraîneur français va exprimer ses difficultés, mais bon, après, ça fait une tâche et puis le temps passe et un autre entraîneur va arriver derrière, quoi. On va peut-être finir sur ce sujet-là. Je parlais avec Luis Norton de Matos, qui est un entraîneur formateur portugais. Qui est récemment, là il est en RDC en ce moment, il a été à Lille cette année, il a été sélectionneur de l'Inde aussi, c'est un parcours très intéressant. Il m'a beaucoup parlé de l'entraide et de cette communauté d'entraîneurs portugais. On ne le voit pas tellement en France. Non. Pourquoi? Non, mais faut avoir... on parle à... Il y a beaucoup d'entraîneurs qui nous si écoutent. J'étais allongé dans le canapé. Hein. Donc, c'est comme ça. Il faut avoir comment dirais-je, on va dire l'honnêteté de le dire. C'est notre culture. On n'est peut-être pas formé pour ça non plus. Ça fait partie aussi sans doute des traits de caractère que notre nationalité nous a donné. Après, je veux dire qu'autour de nous aussi, dans les institutions, rien n'est fait non plus pour aller dans ce sens-là, quoi. Il faut se le dire. Il y a pas. Moi, ça m'arrive. Quelquefois, j'ai quelques appels. On me demande des coachs ou des. Bon, si je peux placer. Après, c'est toujours difficile parce que il faut savoir que quand la personne t'appelle, c'est un peu pour avoir la copie de ce qu'on peut être. Donc c'est un peu difficile. On peut proposer, moi ça m'est arrivé de proposer, ça passe pas parce que tu peux pas non plus, chacun son caractère, et puis moi-même à une période, j'ai fait appel à mes grands comme Michel Hidalgo, comme Aimé Jacquet pour essayer de m'aider. Si on veut en tout cas que ça se développe, il faut penser les choses différemment. Ouais, mais je pense que c'est en train de changer un petit peu quand même avec le temps. Peut-être. Après, moi, ce que je vois quand même, c'est que par mal de pays, on se fait prendre des postes. On doit quand même continuer à faire un travail là-dessus au niveau de la fédération. Justement, Loïs Norton me disait, lui, quand il a eu le poste de sélectionneur de l'Inde U17, José Mourinho a appelé la fédération indienne
pour pousser le candidat portugais. Alors après, il y a aussi un peu ce souci. Moi, j'ai été quelquefois en concurrence avec des collègues, mais même si ma tutelle pensait que j'avais le meilleur profil, il se refuse, sans doute logiquement, de prendre position, parce qu'ils estiment que moi, je n'ai pas été international. Si un international se présente à ma place, ils veulent laisser pas nuire non plus à l'autre. Donc ça reste une position respectable, mais qui peut aussi nuire parce que il peut s'intercaler un autre et puis qui prenne la place, quoi. Mais bon, heureusement, il y a des gens comme toi avec plein d'expérience où vous allez aussi continuer à transmettre et à ouvrir des portes aussi. De par votre travail, vous ouvrez des portes. Après là, je suis content, j'ai un de mes anciens collègues, Nicolas Santucci, là, qui est parti à Madagascar, qui a longtemps travaillé avec moi. Et puis là, même s'il est dans un club à Madagascar, mais je suis content, je l'ai eu au téléphone, il est très heureux de pratiquer là-bas. Et rien qu'à l'entendre dans sa voix, ça m'a vraiment fait plaisir, même si là on parle pas de beaucoup d'argent, mais l'important déjà est qu'il s'exprime. Il m'a dit, coach, si tu peux m'aider après, il n'y a pas de problème, je l'aiderai, continue, mais je sais qu'il doit aussi, le connaissant, avancer sur son chemin pendant quelques années pour pouvoir passer au-dessus. On lui souhaite. Merci Patrice pour ton temps, ta confiance, pour nous avoir fait voyager grâce à toutes tes expériences. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation. Merci à toi. En tout cas, c'est en toute liberté et sincérité que j'ai pu aussi, grâce à toi, la position que tu prends à portée de ta voix et autres, que tu arrives à nous faire lâcher complètement et d'être sans retenue. Donc bon courage à toi aussi pour ce que tu fais, parce que c'est aussi apporter au football une autre image, mais qui est aussi importante et puis qui peut être aussi porteuse pour les jeunes qui arrivent derrière ou pour les collègues. Ok, merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Patrice est un vrai personnage. Avec une personnalité si forte et un parcours si complet, je m'attendais à faire face à une grande gueule, un peu distant et difficile à aborder. J'avais tout faux. Et tant mieux. En réalité, Patrice est simplement un passionné, amoureux de la vie, du football et des gens. Il incarne le foot d'avant, celui où la passion l'emportait sur le business, celui où le jeu l'emportait sur la data. Merci Patrice pour ce moment de partage et cette journée passée ensemble. J'espère te revoir bientôt, mais cette fois-ci chez toi, en Afrique. Voilà, vous venez d'écouter le 23e épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt.